Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine C'est la santé. C'est un organe vital, il est le plus transplanté en France après le rein et le foie. Un enfant sur 100 né avec une malformation cardiaque dans le pays. Lorsque ce cœur est défaillant, il faut le remplacer et pour beaucoup, la greffe est la seule solution. Combien un enfant ou un nourrisson vit-il dans l'attente de ce nouveau cœur? Combien de temps peut-il patienter et dans quelles conditions? Et quelle est la durée de vie de ce nouveau cœur transplanté? Autant de questions posées à nos invités du jour. Le docteur Florentine Garex, pédiatre au sein de l'hôpital de la Timone Enfant. Le docteur Stéphane Lebel, anesthésiste réanimateur dans ce même établissement. Et le docteur Caroline Chenu, qui est chirurgien cardiaque pédiatrique. Alors bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Combien d'enfants sont inscrits sur liste d'attente d'un greffon en 2014 en France? Alors actuellement, sur Marseille, on en a 4. C'est des données qui peuvent fluctuer en fonction du nombre d'enfants greffés et du nombre de nouveaux enfants qui vont arriver en insuffisance cardiaque terminale. Et sur la France, si on regarde à un jour donné, c'est à peu près une vingtaine d'enfants. Et comment fonctionne cette liste? Est-ce que c'est une liste d'attente nationale? C'est une liste d'attente qui est nationale, qui est dirigée par une instance qui s'appelle l'Agence de biomédecine, qui est une agence complètement indépendante, c'est-à-dire que nous, on n'a pas du tout la main là-dessus, qui permet d'avoir tous les critères de mise sur liste, c'est-à-dire est-ce que cet enfant répond bien aux critères de transplantation, et après qui permet de distribuer les greffons de façon tout à fait légale et bien attribuée. Alors, il y a peu de cœurs disponibles, d'abord parce que peu d'enfants perdent la vie, heureusement, mais aussi parce que pour les parents, c'est forcément difficile, confronté à un tel deuil, de vouloir passer le pas et dire, voilà, je vais donner les organes de mon enfant. Bien sûr. C'est déjà difficile pour les médecins, déjà de le proposer, de demander à des parents qui viennent de perdre un enfant jeune, parfois brutalement et de façon complètement inattendue, de dire, est-ce que vous voulez donner les organes? Et puis après, effectivement, il y a certains parents... Pas beaucoup, à vrai dire, qui refusent, mais c'est plus peut-être un défaut de demande. Et puis, Dieu merci, pas beaucoup d'essais. Peut-être faire évoluer les mentalités. Est-ce qu'il faut agir dans ce sens-là? Oui, le don d'organes, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie des causes nationales. L'Agence de biomédecine travaille beaucoup sur la promotion du don d'organes et sur pourquoi il y a encore des refus. C'est un travail aussi que font beaucoup les anesthésistes réanimateurs auprès des familles. Après, il y a peu de refus en pédiatrie. Il y a plus de refus pour différentes raisons que, bien évidemment, nous, médecins, on respecte. Voilà. Mais on essaie de diminuer au maximum ces refus. Oui, docteur Lebel, c'est quelque chose que vous constatez. Les parents acceptent de plus en plus de donner les organes de leurs enfants malheureusement décédés? Alors, c'est vrai, on a assez peu de refus. J'ajoute que ça fait partie clairement du métier de réanimateur, de savoir proposer, y compris la nuit, cette option aux familles. Il est en principe entraîné pour ça. Et les prélèvements de multi-organes font partie des items d'évaluation de toute réanimation et des réanimations pédiatriques en France actuellement. Parce qu'évidemment, d'un autre côté, il y a des décès sur liste d'attente d'enfants qui attendent ce cœur. Ça arrive, oui. Après, Florentine, je pense c'est mieux que moi. À Marseille, je crois qu'on en a... On n'en a pas eu ces dernières années. Il y en a, il y en a. Il y en a plus dans d'autres organes. Parce que justement, c'est un petit peu ce dont on va parler tout à l'heure. Mais il y a des techniques qui permettent d'attendre cette transplantation. Et ce qui a vraiment diminué le nombre de décès sur liste. Puisqu'avant, il y avait une congruence entre un petit receveur et un petit donneur, et ce délai-là, on ne pouvait pas attendre, il y avait des enfants qui mouraient sur liste. Donc la mortalité sur liste de transplantation cardiaque du tout petit a diminué grâce à ces techniques-là. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres organes pour lesquels il n'y a pas forcément de palliatif? Le foie. Le foie, parfois aussi le poumon, mais c'est là où il y a le plus de décès en liste. Comment est décelée finalement une insuffisance cardiaque? Ça arrive à quel moment? Est-ce qu'on le voit tout de suite à la naissance? Alors tout dépend de la cause. L'insuffisance cardiaque du bébé et de l'enfant, c'est une défaillance de la pompe qui renvoie soit à une anomalie du muscle, soit à une anomalie de structure, soit les deux. Donc elle peut se révéler à la naissance sur des bébés qui ont des difficultés à téter, qui ne grossissent pas. Donc là, c'est tout le travail du pédiatre
de ville qui dépistent ces anomalies. Et au maximum, ça peut s'exprimer avec des états de choc cardiogénique qui, eux, relèvent de la compétence du réanimateur. Et c'est là, nous intervenons dans ces formes les plus graves. Et donc, on a tout un arsenal à notre disposition pour répondre à cette situation qui est gravissime et qui met clairement en jeu la vie de l'enfant. Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû, ces insuffisances cardiaques? Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques? Pas du tout. Alors il y a plusieurs causes de défaillance cardiaque. Ça peut être une maladie, comme il vous disait, du muscle, une cardiomyopathie dilatée qui effectivement évolue un petit peu sur un mode chronique. Ça peut être aussi dû à une malformation cardiaque qui était présente à la naissance et qui peut entrer effectivement dans un syndrome génétique, mais ça peut être tout à fait aigu. Par exemple, dans les myocardites, c'est une infection virale qui attaque de façon très sévère le muscle cardiaque jusqu'à parfois l'insuffisance cardiaque terminale et la greffe. Et est-ce que la greffe est la seule solution? Alors la greffe, c'est la seule solution quand on est en insuffisance cardiaque terminale définitive. C'est-à-dire que parfois les enfants arrivent au stade d'insuffisance cardiaque terminale, ils sont équipés d'assistance et les réanimateurs les prennent en charge, les chirurgiens cardiaques quand c'est nécessaire, pour permettre d'attendre une phase. Pareil, il y a 20 ans, on n'avait pas ces techniques-là et ces enfants mouraient de cardiomyopathie virale. Maintenant, on peut espérer une récupération grâce à des traitements spécifiques qui permettent parfois de dire il y a une récupération et on ne va pas aller à la greffe. Par contre, pour des malformations ou des atteintes définitives, la transplantation est la seule chance de survie de ces enfants. Et entre la décision qui est prise de greffer, une décision nécessaire, et puis finalement la greffe, il peut se passer combien de temps? J'imagine que c'est variable. Ça peut aller très vite quand c'est de l'aigu et qu'on est sûr qu'il y a une atteinte qui est définitive et qu'on ne veut pas justement avoir le recul de se dire il y a peut-être une atteinte qui peut récupérer, où là on va attendre au maximum la mise sur liste et les assistances circulatoires, les berlinates peuvent permettre d'attendre ce temps-là. Parfois, on a un enfant qu'on connaît très bien, qu'on suit, qui est suivi par les équipes de cardiologie, et on voit progresser l'atteinte petit à petit. Et donc là, il y a une inscription qui se fait très tranquillement et une attente à la maison. Il y a deux types, il y a ceux qui attendent à la maison et puis il y a les très aigus. Oui, donc justement, pour permettre l'attente de cette greffe, un cœur artificiel peut être posé. De quoi s'agit-il ? Alors le concept est de se substituer au ventricule défaillant. Dans les défaillances cardiaques de l'enfant, il peut y avoir une défaillance du ventricule droit, du ventricule gauche ou les deux. Jusqu'il y a un certain nombre d'années, on avait à notre disposition que des assistances circulatoires qui sont assez superposables aux techniques qu'on utilise pour la chirurgie cardiaque adulte et pédiatrique, qu'on appelle l'ECMO. Et récemment, la technologie a permis d'élaborer un corps artificiel, bien que l'appellation soit pas très bonne. En gros, c'est des ventricules artificiels qui se substituent temporairement au prix d'un traitement anticoagulant aux ventricules défaillants droit, gauche ou les deux. C'est ce qu'on peut voir là sur ces images. Donc la petite Manon qui a eu droit à une greffe avec succès en 2008 et qui, avant, est restée à l'hôpital comme ça pendant plusieurs mois, attachée, entre guillemets, à cette machine. Attachée, mais elle a appris à marcher avec cette grosse machine, effectivement. Donc l'idée, vous voyez, cette espèce de chambre qu'on voit sous le t-shirt, en fait, qui est un ventricule artificiel et qui éjecte le sang et qui, en fait, remplace le ventricule qui, lui, n'arrive pas à éjecter. C'est un ventricule pneumatique, en fait, qui va pousser le sang à la place du ventricule qui n'y arrive plus. Exactement. Et comment va-t-elle aujourd'hui, cette petite Elle va Manon ? très très bien. Elle est à Castres maintenant, dans sa famille, et elle va très bien. Elle est toute belle, très grande et toute belle. Oui, greffée déjà il y a plusieurs années, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut vivre avec cette greffe ? Ah oui, on peut vivre, c'est le but. Bien vivre, même. C'est de troquer une maladie qui est mortelle, parce que l'insuffisance cardiaque terminale et les techniques de suppléance qu'on a montrées tiennent le temps d'eux, avec des complications de l'anticoagulation, notamment sur le plan cérébral, qui est une des causes de décès en liste. Puis une fois qu'on est greffé, si ça se passe bien, c'est quelque chose de lourd, puisque c'est chronique, on ne guérit jamais. Mais on vit avec et on vit bien, on retourne à l'école, on retourne dans sa famille, on fait comme les autres. On grandit, on apprend à marcher quand on a été greffé à 9 mois, on retourne au collège quand on est greffé plus grand. Et voilà, on peut penser que certaines greffes peuvent tenir plus de 20-25 ans en transplantation cardiaque. D'autres ont moins de chance et on a dû les regreffer déjà. Une jeune fille a été greffée à l'âge de 1 an, regreffée à l'âge de 10 ans. Mais bon, elle va bien.
Et avant d'aller plus loin, je vous propose de découvrir une autre histoire, celle de la petite Daphné, actuellement en attente d'un cœur à l'hôpital de la Timone. La petite Daphné est âgée de 6 mois. Cette chambre d'hôpital est la sienne depuis plus de 60 jours maintenant. Daphné souffre d'une cardiomyopathie, une malformation cardiaque qui nécessite le remplacement de son cœur. Ça s'est révélé en fait avec un manque d'appétit. Et quand on allait voir le pédiatre, il a soupçonné une bronchite. Donc ensuite on est parti à l'hôpital et c'est là où ils ont vu qu'il y avait une malformation en fait, cardiaque. Là, elle nécessite une greffe. Donc on est là depuis 2 mois, elle a été inscrite sur les listes et on attend. Installé en réanimation, le bébé est placé sous dispositif d'assistance circulatoire mécanique, un cœur artificiel, le temps de lui trouver un greffon compatible. L'objectif, c'est de permettre à l'enfant de survivre, de grossir, de grandir et de l'amener à une greffe cardiaque. Dans un certain nombre de cas, faible, certes, mais on peut avoir des récupérations cardiaques, ce qui actuellement n'est pas le cas pour cet enfant. Et donc, elle est aujourd'hui inscrite sur liste de transplantation cardiaque. Problème, il y a peu de donneurs et l'attente peut être longue, jusqu'à 1 an. Cette assistance artificielle permet à Daphné de continuer à se développer, mais les risques de complications médicales augmentent avec le temps. Docteur Lebel, ce reportage a été tourné le mois dernier. Comment se porte aujourd'hui Daphné ? Daphné va bien, hein, et puis même on a d'assez bonnes nouvelles, hein, puisque hier a eu lieu le premier test de sevrage de cette assistance. Hein, donc on a arrêté transitoirement le ventricule pour voir un petit peu comment son cœur se comporte, et à notre grande surprise et satisfaction, son cœur récupère et présente des signes très positifs et encourageants. Donc peut-être qu'on va s'orienter vers une ablation de ce ventricule, mais c'est très prématuré de le dire. Mais, donc tout va bien. Oui, c'est ça, parce que cette machine, dans certains cas, elle permet qu'il n'y ait pas de greffe, elle permet une récupération. Alors dans les étiologies, on a parlé de la myocardite, et c'est un cas tout à fait d'école. Pour ce qui est de Daphné, on ne sait pas très bien quelle est sa maladie. Sa maladie n'est pas très bien identifiée. Mais c'est clairement un des gros sujets de recherche actuellement de l'insuffisance cardiaque de l'adulte et de l'enfant. Il semblerait que le fait de décharger le ventricule permette une récupération, une réautonomisation. Voilà. Et donc ça suggère, et en tout cas ça a été le cas pour un certain nombre de patients adultes et quelques cas pédiatriques, qu'on puisse enlever cette assistance. Et là, l'enfant récupère son cœur, ce qui en termes de vie, de survie, est extrêmement positif. Docteur Chenu, combien de temps un enfant peut vivre avec ce cœur artificiel, même si vous n'aimez pas forcément ce terme ? Oui, ce dispositif d'assistance, tout dépend. Donc c'est considéré comme un pont, toujours, hein, pont vers la récupération ou pont vers une transplantation, hein, selon le terme consacré par les anglo-saxons. Après, en moyenne, c'est moins d'1 an. Hein, la moyenne internationale, c'est 3 mois, hein, parce que greffé ou parce que récupération. On peut aller jusqu'à 3 ans. Hein, selon les données du laboratoire. Avec des risques, bien sûr. Vous avez noté que c'est du plastique, hein, ce n'est pas naturel, ce n'est pas biologique, donc ça sous-entend une anticoagulation, hein, efficace et parfois trop efficace avec des risques de saignement, ou pas assez avec des risques de caillots, d'embolie et d'accidents neurologiques. Alors Dieu merci, assez rare parce qu'on maîtrise de mieux en mieux, mais c'est très difficile, notamment chez les tout petits, comme Daphné justement. En tout cas, une assistance qui permet d'aller jusqu'à l'opération. Oui. Parce que sinon, c'était la mort certaine, hein, pour un enfant dans cet état. Oui, s'il n'y avait pas de récupération et il n'y avait pas d'autres techniques. Après, il n'y a pas que cette assistance circulatoire, il y en a de courte durée, il y a des choses qui se faisaient aussi avant. Mais ça nous a permis vraiment de pouvoir attendre aussi le bon greffon. C'est-à-dire que les chirurgiens peuvent maintenant dire on attend un greffon de meilleure qualité pour pouvoir greffer ses enfants et justement attendre de la transplantation une survie la plus longue possible. Et puis parce que l'enfant peut se nourrir aussi, donc ça veut dire qu'il a tous ses apports caloriques. Et on sait qu'un enfant et même un adulte qui arrive à la transplantation avec un état immunitaire, trophique, aussi normal que possible, c'est un facteur de réussite de la transplantation. Oui, parce qu'il est moins faible aussi, il est dans un meilleur état pour affronter le jour J, le jour de l'opération. Ses muscles sont parfaitement OK, donc c'est très très positif.
Et donc beaucoup plus de décès, hein, c'est ça, s'il n'y avait pas sans aucun doute, ouais. ça permet de faire cette assistance. Les enfants. Alors il y a évidemment un moment que les parents attendent avec impatience, hein, c'est ce fameux coup de fil, ce moment où ça y est, on nous dit il y a un greffon disponible. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'imagine qu'il y a un branle-bas de combat qui se met en place. C'est ça, on les appelle, on nous dit, en fait non, on leur dit, faut venir à l'hôpital. Il y a peut-être un greffon, parce qu'en cœur, c'est très particulier, il faut l'avoir vu pour être sûr que c'est un bon greffon. Parce qu'en fait, comme elle vous disait, l'agence de biomédecine est un organisme indépendant, ils nous appellent pour nous faire une proposition. Sur le papier, sur le dossier d'honneur, on dit oui ou non, et à partir du moment où on a dit oui, on appelle les parents du receveur. Parce qu'effectivement, il faut aller vite, parce que le cœur, c'est l'organe qui supporte le moins l'ischémie, c'est-à-dire être privé de sang, d'apport sanguin, c'est 4 heures pour être au mieux, pour avoir une récupération de la fonction la meilleure possible une fois la greffe faite. Donc effectivement, il faut aller très vite et venir tout de suite. Comment est-ce qu'on choisit ce greffon? Ça veut dire qu'il faut que ce soit un enfant qui décède à peu près du même âge ou pas? Alors ça, je ne m'avancerai pas sur les caractéristiques morphologiques du cœur, c'est plutôt du domaine de Caroline. L'idée principale, c'est que le cœur ait une fonction autonome normale, avec un soutien par des médicaments cardiotropes, c'est-à-dire des soutiens aussi minimal que possible, de sorte que le cœur soit aussi proche de la norme et qu'on transplante un greffon aussi sain que possible. C'est vraiment ça. Des fois, on prend un petit peu des libertés avec ses limites parce qu'on est dans une situation d'attente et il faut absolument transplanter. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un cœur tout à fait indiqué et correct, quoi. Avec une question de taille aussi, nous, peut-être? Évidemment, oui, on a des contraintes morphologiques. Évidemment, il faut que le cœur puisse rentrer déjà dans l'enfant et puis puisse développer suffisamment d'activité pour faire son office. Et c'est généralement de l'ordre du simple au double. On va jusqu'à des enfants qui ont 2 fois le poids de notre receveur, mais pas plus. C'est peut-être stressant pour les parents finalement quand on leur dit on va enlever cette assistance qui reliait leur enfant à la vie jusqu'à l'opération. Il y a quand même un moment de doute. Oui, à la fois ils sont préparés parce que ça soit des enfants qui attendent à domicile et qui connaissent bien les équipes avec qui on a parlé. Il y a des longs entretiens avant sur justement comment ça se passe le jour J, parce que le jour J, tout paraît très confus, mais tout est extrêmement organisé. Chacun sait ce qu'il a à faire. Parce que les informations arrivent de droite, de gauche, donc parfois, vu de l'extérieur, vu des parents, ils ont l'impression qu'il y a un tel qui arrive, et puis à part, on dit il faut que vous soyez là, et puis finalement, quand ils sont là, on leur dit ça décale parce que voilà, il y a des choses sur le donneur. Mais en fait, nous, tout est, et quelle que soit la greffe, c'est ça en transplantation cardiaque, mais c'est dans toutes les transplantations, mais ça, ils sont prévenus. Et puis, peur d'enlever cette machine, sûrement, mais tellement d'espoir au bout qu'il y ait quelque chose qui permette à l'enfant, quelques semaines après, il rentre 3 semaines après la greffe à la maison, l'espoir de pouvoir retourner à la maison, et 2 mois après, il retourne à l'école, ça les tient plus que la peur d'enlever la machine. Si tout est OK, une opération dure combien de temps ? Alors ça dépend, comme je vous disais, de la synchronisation entre le prélèvement et la greffe en elle-même. Il faut opérer 2 personnes à la fois. En moyenne, c'est 6 à 8 heures, tout compris, je dirais. Et cette greffe cardiaque, alors, quels sont ses résultats chez l'enfant ? Alors ça, je pense que Florentine connaît. Alors, les résultats sont, on peut dire, excellents quand on parle de statistiques. Mais il y a quand même quelques enfants qui ont des décès péropératoires, post-opératoires. Maintenant, toutes les techniques de détection au préalable, d'anticorps, c'est-à-dire des enfants qui, de toute façon, ne pourraient pas accepter certains organes, tout ça, c'est bien fait maintenant en amont. Ce qui fait qu'on n'a plus les catastrophes qu'on a au bloc opératoire d'incompatibilité d'ordre immunitaire. On le sait avant l'opération. On le sait avant, et du coup, on prévient les chirurgiens en disant ce type de greffon-là, on ne peut pas le prendre. Donc ça, déjà, ça a permis de diminuer la mortalité péropératoire. Et puis, en post-opératoire, il y a tout le problème du rejet, il y a tous les problèmes de complications de l'immunosuppression qui fait que, voilà, il y a quand même, pour ces enfants-là, un poids qui est pas rien. Mais on peut dire que c'est un vrai succès. Oui, les rejets, quand même, un mot, est-ce qu'ils sont importants ? Comment est-ce qu'on peut les évaluer ? Alors, faut pas. C'est une occurrence qui est fréquente chez l'enfant. C'est pour ça qu'il
Florentine est bien placée, puisque en fait c'est son job, c'est de bien surveiller ses enfants dans les suites de la transplantation, parce qu'en gros, je ne veux pas banaliser le phénomène, mais en gros c'est assez fréquent, quoi. Donc finalement, tout dépend, ouais. voilà. Donc après c'est une adaptation du traitement immunosuppresseur, c'est pour ça qu'on a dit qu'on passe d'une maladie mortelle à une sorte de maladie chronique, et le rejet fait partie, c'est un pic dans cette maladie chronique, dont l'incidence en fait est assez difficile à définir. Enfin, en tout cas, on a du mal à le prédire en fait. Oui, on a du mal à le prédire, mais toute la surveillance, elle est organisée sur 2 choses, c'est-à-dire prévenir le rejet. On ne l'attend pas, on le prévient par les traitements immunosuppresseurs que les enfants vont prendre toute leur vie. Mais tout ce qu'on fait comme surveillance, les échographies cardiaques, les bilans sanguins, sont faits pour dépister à des signes très précurseurs. Maintenant, il y a des échographies cardiaques extrêmement puissantes avec des techniques qui permettent de prédire ça très tôt et donc de les traiter très tôt. Si le suivi est bien fait, on ne voit plus de rejet aigu massif avec des dysfonctions cardiaques. Ça, c'est quand on les perd de vue. Mais en général, on ne les perd pas de vue. On les tient bien. Alors, une maladie chronique, comme vous disiez, il y a forcément du coup des précautions à prendre, en plus du suivi à réaliser chez cet enfant, des précautions d'hygiène peut-être ? Ça va avec le traitement immunosuppresseur, forcément, il y a une sensibilité aux infections qui n'est pas négligeable, mais après, comme on disait, l'intérêt du suivi, c'est de donner la bonne dose pour le bon malade et de leur permettre de vivre normalement, donc à l'école, en collectivité. Pour reprendre un peu une vie normale. Complètement. Mais complètement même. Complètement. Puis on retrouve des enfants qui ont des problématiques d'enfants, des parents qui ont des problématiques de parents. Allô, il y a la classe verte à tel endroit, est-ce qu'on peut ? Bah oui, on peut. Et puis j'ai envie de partir en Inde. Ah, t'as envie de partir en Inde ? Eh bien écoute, on va essayer de voir. C'est pas vraiment évident, mais on organise les choses. Il y a une petite fille qui est partie à l'âge de 15 mois, 6 mois après sa greffe, au Portugal. Donc on retrouve une vie proche de la normale. Ouais. Ce nouveau cœur, est-ce qu'il est à vie finalement ? Ou bien est-ce qu'on peut être greffé plusieurs fois ? Alors, à vie, on peut se demander à l'heure actuelle, on a quelques transplantés, je vous dis, qui dépassent 20-25 ans de survie de greffons et de survie à eux. Par contre, quand on voit des signes de dysfonction qu'on appelle du rejet chronique, on anticipe et on va vers une seconde greffe et pourquoi pas une troisième, si au niveau chirurgical c'est possible. Il y a des enfants qui sont greffés 3 fois du foie et qui vont bien. Donc c'est ça qui... C'est ce vers quoi on tend si on n'arrive pas à tenir avec un seul organe. Alors c'est une chance de pouvoir être greffé du cœur, et notamment à l'hôpital de la Timone, puisque peu d'équipes pratiquent ce type de transplantation en France. Alors, peu d'équipes en effet, mais en gros, dans toutes les grandes villes françaises, il y a une équipe de chirurgie cardiaque, si je ne me trompe pas, qui propose au moins les techniques d'assistance et qui ont, pour la grande majorité d'entre elles, un programme de greffe cardiaque pédiatrique. Beaucoup d'émotions aussi dans ces services, avec des familles comme ça qu'on suit jour après jour presque. Oui, c'est vrai. Après, ce qui est un petit peu unique à la Timone Enfant, donc la transplantation cardiaque du tout petit, il y a 3 centres en fait, principalement. Il y a peu d'endroits, donc on reçoit quand même des patients en attente de greffe de Toulouse, de Nice. Après, ça passe à Lyon, puis à Paris. Mais ce qui est unique sur la Timone Enfant, c'est qu'on fait de la transplantation de rein, de foie, de poumon, de cœur et de cœur-poumon sur un même site, avec une même réanimation, avec des mêmes anesthésistes, avec des équipes de chirurgiens thoraciques et des équipes de chirurgiens viscéraux, une équipe de pédiatres commune pour le suivi, ce qui fait qu'il y a une prise en charge transversale qui est assez exceptionnelle. Sans avoir besoin d'être déplacé dans différents services, donc en restant au même endroit, c'est les équipes qui se déplacent. Même pas, on est sur le même site. Donc il y a une expertise qui est très forte dans ce domaine à Marseille. Est-ce qu'il y a une histoire peut-être qui vous a le plus marqué qu'une autre ? Alors moi j'en ai 2 si vous voulez bien. J'en ai une triste, puisque c'était au début du programme où une petite Elena avait une maladie. Elle a été mise sous Berlinert et malheureusement elle est décédée. Elle repose à l'ombre des Bougainvilliers en Corse et je pense beaucoup à elle et je n'oublierai jamais cette petite fille et sa famille. C'est pour ça que vous vous battez aussi toujours peut-être en hommage ? Et puis, absolument. Et puis, moi, j'ai une petite Virginie que j'ai massée. Elle a fait un arrêt, je l'ai massée 45 minutes. Elle s'en est sortie. Elle est greffée du cœur, du rein. Et elle va bien. Donc voilà, moi, c'est mes 2 histoires auxquelles je pense à chaque fois que je rencontre ces enfants malades du cœur.
Docteur Chenu, ces liens qui se tissent, il y a quelque chose à quoi vous pensez? Moi, c'est Manon. Moi, je suis allée la chercher à Nice, Maître l'ECMO. En 2008. C'était mon semestre d'internat à Marseille en pédiatrie, et ça a été Manon, puisqu'on est allé la chercher un mois après que je sois arrivée. On lui a mis son Berlinart et on l'a greffé 3 jours avant que je quitte le stage, et je l'ai vue tous les jours pendant 6 mois. Donc, c'est Manon. Docteur Garex, est-ce que c'est Manon aussi, ou bien vous avez une autre histoire peut-être plus récente qui vous a marqué? Moi, je les suis en post-greffe, donc je les vois tous. Il y en a pour lesquels j'ai 2 textos, 3 textos, 4 textos par semaine. Il y en a que je vois 2 fois par semaine. Il y en a que je vois tous les 3 mois. Parfois, j'ai des mauvaises nouvelles à leur donner. On échange, on parle beaucoup. Voilà, je reçois des bulletins, je reçois les photos des spectacles de danse. Voilà, tous. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de l'émission C'est la santé. Merci à vous de nous avoir suivis. Des magazines que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet lcm.fr.